Bonsoir, bonsoir à tous et surtout bienvenue sur ce plateau d'Il n'y a pas photo. J'espère que vous êtes confortablement installés chez vous pour passer une petite heure et demie avec nous. On va parler des histoires étonnantes et drôles du surnaturel ce soir. Et oui, du surnaturel, des phénomènes inexpliqués, des maisons hantées, des fantômes, de la communication avec l'au-delà, des guérisons miraculeuses, vous verrez, on vous en présentera une tout à l'heure. Et puis bien sûr, un petit peu d'arnaque parce que malheureusement dans ce domaine comme dans d'autres, il y en a. Alors ça et plein d'autres choses, regardez, c'est le sommaire de Il n'y a pas photo. Il y a 30 ans, le Dr X a vu un ovni. Depuis le 1er novembre de chaque année, à la même heure, un étrange triangle se forme sur son ventre. Enquête sur ce mystérieux phénomène. Les guérisseurs ont-ils vraiment du pouvoir? La médecine n'avait rien pu faire pour guérir la tumeur de la petite Mélanie. C'est finalement un magnétiseur qui a réussi à la faire disparaître. Reportage sur cet homme qui soigne en imposant les mains. SOS Fantôme, nous vous raconterons les histoires les plus récentes de Dame Blanche, ces apparitions qui se manifestent au bord des routes. Et nous recevrons la propriétaire d'une maison hantée. Elle a eu bien du mal à la vendre. Que se passe-t-il à Sirpan? Petit voyage dans ce village de l'Hérault où les objets et les voitures roulent tout seuls sur une route qui monte comme s'ils étaient attirés par une force mystérieuse. Les jumeaux communiquent-ils par télépathie? On pourrait le croire en voyant les frères Jim élevés à 100 km de distance sans se connaître. Leur vie a été tellement identique que même leurs femmes et leurs enfants portaient le même prénom. Madonna est passionnée par le surnaturel. Georges Chetoshin nous montrera comment la plus provocatrice des stars est en fait profondément habitée par sa relation avec l'au-delà. L'au-delà, justement, peut-on communiquer avec lui? Est-ce que les morts nous parlent? Enquête sur ces mystérieuses images de défunts qui apparaissent sur des télés et sur ces messages qui s'enregistrent tout seuls sur des magnétophones. Avec une équipe française, nous avons tenté l'expérience. Qui communique, vous verrez qu'on a tenté avec Pascal l'expérience en fin d'émission. Tout à l'heure, on a tenté l'expérience de communiquer avec nos grands-parents qui sont décédés. Et il faut dire que les résultats étaient un petit peu troublants. Vous verrez le document tout à l'heure. Pour l'instant, je vous demande d'accueillir très chaleureusement nos deux invités qui vont nous accompagner pendant tout ce Y a pas photo spécial surnaturel. Mesdames et messieurs, Catherine Jacob. Et Richard Cocciante. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Catherine, nous on a appris cette semaine, parce qu'on s'est rencontrés pour préparer l'émission, que vous étiez assez fanat de surnaturel. Et j'ai découvert un truc fantastique, c'est que vous ne vouliez pas changer d'appartement parce que, paraît-il, il y a des bonnes ondes dans cet appartement et que vous avez envie, notamment pour ça, d'y rester. Oui, de toute façon, c'est un immeuble dans lequel je suis depuis longtemps, donc comme je suis vaguement paresseuse. Mais si je peux donner un petit conseil, moi j'habitais déjà dans l'immeuble. Si vous avez envie de déménager, ne faites pas un déménagement dans le même immeuble parce que personne ne vient vous aider. Ouais. Même s'il y a de bonnes ondes. Démerde tout seul. Ça, c'est pas surnaturel du tout, mais avec de bonnes ondes. Et Richard Cocciante. Alors Richard Cocciante, vous, il y a longtemps qu'on vous voit plus ou moins à la télé. Oui, je disparais, je reviens de temps en temps. On l'a beaucoup. Ça nous fait plaisir quand vous revenez en tout cas. Hein. On le regrette beaucoup. Vous êtes à la fois le papa, si j'ose dire, de Notre-Dame de Paris pour la musique. Un des deux. Avec Luc Plamondon. Luc Plamondon. Pour la musique. 500 000 personnes qui ont vu Notre-Dame de Paris. Un succès formidable. Formidable et foudroyant. Est-ce que vous êtes un peu fan de choses inexpliquées, de surnaturel, etc. Est-ce que vous y croyez? Vous êtes très sceptique ou vous êtes troublé? Je suis superstitieux de base. Donc, normalement, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe autour de moi, je sens par exemple l'histoire de l'appartement. Lorsque je rentre dans un appartement, je sens tout de suite s'il y a un côté positif ou négatif. S'il est négatif, c'est sûr que j'abandonne tout de suite les lieux. Ouais. En tout cas, on est ravis de passer cette heure et demie avec vous. On va donc parler ce soir des histoires drôles et surtout étonnantes du surnaturel, des phénomènes paranormaux. Et on va commencer tout de suite avec une aventure bien mystérieuse, celle du Dr X. Un homme qui, chaque année, à la même date et à la même heure, subit une bien étrange transformation. Le Dr X est un médecin tout ce qu'il y a de plus sérieux. Tellement sérieux qu'il préfère garder l'anonymat quand il témoigne de l'étonnant phénomène dont il est victime chaque année depuis 30 ans, à date fixe, dans la nuit du 1er novembre. C'est donc à cette date-là que notre confrère Jean-Yves Casga a filmé minute après minute ce qui se passait étrangement sur le corps du Dr X. J'éprouve quelques démangeaisons au niveau de l'ombilic. Et à ce moment-là, on peut apercevoir le triangle qui se dessine. Et le phénomène nous entraîne jusqu'aux alentours de 3h55 du matin, où là, le triangle, à ce moment-là, se trouve au maximum de sa luminosité. 22h50, les choses se précisent, on peut dire, je crois.
Oui, elles ont se préciser. Ce que je peux ressentir, c'est que ce phénomène de démangeaison, de picotement, s'est amplifié depuis tout à l'heure, au point que même sans le regarder, je pourrais dire les contours. Je ressens les contours de ce triangle. Docteur X, 3h55 du matin, alors? Eh bien, effectivement, le triangle est à son rendez-vous, c'est-à-dire qu'il est complètement formé. Qu'est-ce que je ressens? Je ne ressens pratiquement plus rien. Je n'ai plus de fourmillement, je n'ai plus de picotement, à part cette anesthésie de surface. C'est-à-dire que si je touche, là, vous ne sentez rien? Voilà. Voilà. Et là? Là, je sens le contact du doigt. Le triangle du Dr X laisse la science et la médecine sans voix. Aucun doute pourtant, cette marque rouge qui apparaît chaque année à heure fixe et disparaît au bout de quelques jours est bien visible en profondeur sur les radios du ventre du Dr X. Et ce radiologue qui l'examine pour la deuxième fois consécutive ne peut apporter aucune réponse rationnelle. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il n'y a aucun trucage. Je crois que l'homme de l'art est toujours aussi surpris et ne peut que constater que ce qu'il voit, ça correspond à rien de connu au point de vue de la vascularisation profonde ou même superficielle de cet endroit. Ce n'est décrit dans aucun traité d'anatomie. On ne peut pas imaginer que Dr X est truqué en se grattant ou je sais pas, en s'irritant la peau? Pas au point de résister au refroidissement et que... C'est gênant pour l'esprit cartésien. Enfin, ça doit exister puisque nous le voyons. J'aurais été médicalement bien content si ça avait disparu au refroidissement. On aurait pu dire, bon, c'est une histoire cutanée, c'est quelqu'un qui s'est un peu gratté. Manifestement, c'est pas quelqu'un qui s'est gratté, ça reste. C'est surprenant. Petit détail qui a quand même peut-être son importance, il y a 30 ans, dans la nuit du 1er novembre, à 3h55 précise, le Dr X affirme avoir vu une soucoupe volante. Précisons tout de même que les images qu'on va vous montrer ce soir sont évidemment avérées. Elles ont été contrôlées scientifiquement, etc. Et que pour l'instant, ce sont des phénomènes pour la plupart inexpliqués. Catherine, vous n'avez rien qui apparaît sur votre corps régulièrement et que l'on pourrait les constater régulièrement? Si, mais enfin bon. Quoi, Catherine? Je sais pas. On va rester dans le mystère alors. Oui, oui, voilà. Gardons un peu de mystère. Il y a une chose étonnante, c'est le dessin est vraiment parfait. Oui. C'est un triangle parfait. Un triangle parfait. Et avec le nombril au milieu, on dirait qu'il y a un petit peu un symbole religieux. Ouais, un œil. Un œil. Dans le triangle. Oui. Ouais, c'est juste. C'est assez étonnant. Donc, Alors évidemment, la seule chose qui n'ait pas été vérifiée, parce que le phénomène, il se reproduit chaque année, ça a été vérifié, ça a été constaté par des radiologues. La seule chose, c'est qu'effectivement, personne n'a vu, comme le Dr X, il y a 30 ans, dans la nuit du 1er novembre, des extraterrestres. Mais lui, c'est son explication. Mystère en tout cas. Mystère. Alors, qui dit surnaturel dit souvent guérison inexpliquée. C'est vrai que chaque année, des centaines de milliers de Français vont voir des magnétiseurs, des guérisseurs, et que les résultats sont parfois assez surprenants. C'est le cas de la jeune femme que nous allons recevoir maintenant. Sa petite fille, Mélanie, a été guérie d'une infection dont les médecins n'arrivaient absolument pas à venir à bout. Merci d'accueillir, mesdames et messieurs, Christelle Brotteau. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors je le disais, Mélanie, toute petite, a été atteinte à la suite d'une chute, d'une drôle de tumeur, une petite boule derrière l'oreille gauche. Et plusieurs fois de suite, donc, des médecins sont intervenus sans succès. Comment ça s'est passé? Voilà, donc elle a été hospitalisée une première fois. Elle a eu une greffe du tympan en plastique. Donc un truc sérieux quand même, hein? Ah oui, 2 heures de bloc opératoire. Hein. Pour les médecins, c'était fini, on n'en parlait plus, tout était rentré dans l'ordre. Et 9 mois après, ça a récidivé. La tumeur est réapparue un matin. Donc on est retourné à l'hôpital et à la suite de ça, elle a été réopérée. Pareil, ils nous ont dit que c'était fini. Et à nouveau? Et à nouveau, 9 mois encore après, pareil, un matin, elle s'est réveillée avec cette tumeur derrière l'oreille. Comment s'est passé à ce moment-là? Déjà, Mélanie, elle avait 2 ans et demi, elle faisait 9 kilos. Dès qu'elle s'alimentait, elle vomissait. Enfin bon, ça n'allait pas du tout. Et c'est mon papa qui m'a dit, j'ai entendu parler d'un magnétiseur, essaye. Alors bon, moi et mon mari, on était très sceptiques. C'est comme les rebouteux, les choses comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais eu affaire à ce genre de personnes. Et bon, disons qu'on est
on pense plus à la médecine traditionnelle qu'au magnétisme. Et donc, on a vu Monsieur Collard. Il a posé ses mains à, je sais pas, 5-6 cm de ma fille. Sur la cicatrice? Alors, sur la cicatrice, sur le foie, bon, parce qu'elle avait ses problèmes digestifs. Et donc, à la première séance, c'est vrai qu'on s'est aperçu au bout de quelques jours que la cicatrice de Mélanie, qui avait été quand même ouverte devant, derrière et puis dans le milieu du cou, commençait à blanchir. Alors quels ont été les résultats à long terme chez ce guérisseur? Est-ce que finalement Mélanie a guéri complètement? Oui, parce qu'on a revu son ORL qui l'avait réopéré, qui nous a dit qu'effectivement Mélanie resterait un grand mystère pour lui parce qu'il ne comprenait pas de l'avoir vue peu de temps avant avec une cicatrice et une oreille dans un état comme elle était. Et puis donc, de voir cette cicatrice blanchie comme si vous aviez été opéré 5-6 ans en arrière. Ça l'a étonné. Donc ça l'a étonné. C'était un médecin de plus pour elle. Quand elle arrivait chez lui, elle devait avoir peur, non? Ah bah tout à fait, surtout qu'elle était traumatisée de par tout ce qui lui était arrivé. Donc déjà, on ne savait pas trop non plus comment lui présenter la chose, parce que dès l'instant qu'elle voyait quelqu'un on parlait de son oreille, pour elle, c'était un nouveau médecin. Donc elle savait qu'elle allait pertinemment souffrir. Voilà. Et là, avec lui, elle a effectivement mal vécu ces séances. Une confiance, bah oui, parce que pour elle, c'est le médecin qui l'a soignée sans lui faire de mal. Oui, donc au contraire, effectivement, c'est la première fois où elle a eu des actes thérapeutiques sans être angoissée. Voilà. Alors ce guérisseur, Christelle, nous sommes allés le rencontrer avec notre équipe et c'est vrai que force est de constater après enquête qu'il obtient des résultats, mais il faut quand même dire que ce n'est pas un médecin, bien sûr, c'est un guérisseur, bouteux, vous verrez sur sa plaque. Et d'ailleurs, comme tous les sujets qu'on vous montre ce soir font une large place au mystère, bien évidemment, on vous laisse aussi ces sujets à votre appréciation. Visite guidée chez le guérisseur, regardez. Le guérisseur, il habite par là. Ben, route de... Vous prenez à gauche, il a une maison par là dans ces rues-là. C'est au cours de mes voyages à l'île de la Réunion que j'ai rencontré cette charmante femme que vous avez derrière ici, qui s'appelle Madame Visnelda et qui m'a dit que j'étais guérisseur. Et à partir de ce moment-là, je suis allé la voir régulièrement. Et là, je l'observais. Jamais il y a eu d'échange, tu feras comme ci, tu feras comme ça. C'était à moi de l'observer, de comprendre. Lorsque le patient arrive et lorsque je commence mon traitement de magnétisme, il faut que je réharmonise, si vous voulez, tout l'ensemble de son corps énergétique. C'est un peu le travail de l'accordeur de piano. Je commence par la note si, la, sol, fa, mi, ré et do. Quand je passe la main, c'est exactement comme si je descendais une gamme. Et quand je passe devant ces centres d'énergie, je sais ou je ressens qu'il y a des centres qui sont un peu perturbés. Alors il suffit d'arrêter devant ces centres pour recharger et rééquilibrer tout l'ensemble. C'est une émotionnelle, donc il faut venir chercher son plexus solaire. Il faut la dégager déjà au niveau du plexus, voilà, qui va la dégager au niveau de son estomac, qui va la dégager au niveau de ses intestins, son foie, et voilà. Je vous avoue, je n'y croyais pas, puisque je disais à mon ami, je disais, on va voir ton gourou. et bon, je n'y croyais pas. Je suis obligée de constater quand même que j'ai des résultats. Alors, on ne peut pas expliquer. Hein. Quand vous avez un genou qui est complètement bloqué et que vous pouvez après remarcher comme il faut, il s'est passé quelque chose quand même. Ça marche, hein, parce que disons que je souffrais hein, et je ne pouvais rien faire. Hein, c'est certain que là, bon, hein, si je peux plus faire mes vitres et tout ça... Hein, Moi, on peut dire ce qu'on veut, j'y crois à fond. Continuez, monsieur Collard. Continuez à nous aider.
j'ai l'impression de donner beaucoup, énormément, oui, bien sûr, et qu'il est important toujours d'être en relation avec les 4 éléments. Et aujourd'hui, il y a un élément qui nous manque, malheureusement, et avec lequel je suis très proche, c'est le soleil. C'est très important, le ressourcement avec les 4 éléments pour pouvoir en faire emmagasiner un maximum d'énergie pour pouvoir le redistribuer aux autres. D'ailleurs, la question est toujours la même par rapport à mes patients. Mais comment faites-vous? C'est simple, retour aux sources. Alors souvent, les gens pensent que lorsque l'on intervient sur des personnes, c'est psychologique. On dit toujours, ah, tu es soulagé, mais c'est psychologique. Eh bien, regardez, on intervient aussi sur des chevaux, on intervient sur des chiens, on intervient, ils nous amènent aussi leurs colombes, leurs chats, leurs vaches. On intervient sur les vaches, on intervient sur les moutons, sur les chèvres. À la campagne, on intervient sur tous les animaux. Je vous souhaite une très bonne année 99 ainsi que votre famille et je profite de cette occasion pour vous dire que grâce à vous, je vis beaucoup mieux. Je ne suis pratiquement plus spasmophile, je suis beaucoup moins angoissé. Vous avez même réussi à me redonner goût à la vie. Je suis vraiment très heureuse de vous connaître et je vous suis très reconnaissante pour votre aide précieuse, amicalement. Voilà, ça c'est des lettres qui font toujours plaisir quand on nous les envoie parce que ça réchauffe un petit peu. C'est bien d'aider des gens, et puis quand ils vous écrivent, vous êtes toujours avec eux. Puis encore aujourd'hui, je suis encore avec elles. L'amour, c'est une forme de magnétisme encore plus fort que le magnétisme lui-même. Pour soigner les autres, il faut les aimer, bien sûr. Sans quoi, vous ne pouvez pas faire corps avec l'autre, c'est pas possible. Donc vous donnez tout ce que vous avez dans votre corps, dans votre âme, et voilà, et dans votre cœur. Voilà, il faut avoir un cœur comme ça. Alors, on n'y croit pas, mais visiblement, il y a une certaine efficacité. Il faut rappeler que ce monsieur n'est pas médecin, bien sûr. Hein, il est guérisseur rebouteux. C'est même marqué assez drôlement sur sa plaque. Je ne savais pas que ça existait encore, les plaques de guérisseur rebouteux. Il soigne des grosses maladies. Il prétend soigner des choses un peu plus graves, jusqu'à des cancers, des machins, etc., etc. Il aide à améliorer la vie, mais c'est pas non plus quelqu'un qui a la prétention de vous dire vous avez tel cancer, non, vous n'allez pas mourir. D'accord. Ce qui est important, c'est que contrairement à beaucoup de charlatans qui exercent ça, il n'empêche pas du tout les gens d'aller voir des médecins, continuer à prendre des médicaments, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui dénoncent le côté charlatan de certains de ces personnages, limite secte, gourou, etc. C'est-à-dire que vous commencez à rentrer dans leur cercle et puis ils commencent à vous gouroutiser. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas comme ça. Peut-être que ça existe. Si vous voulez, nous, on a eu la chance, on l'a eu de bouche à oreille, parce que nous, on était sceptiques dès le départ. On a dit pourquoi ne pas essayer. À partir du moment où la médecine traditionnelle ne donne pas entière satisfaction, on va essayer. Maintenant, on verra bien. Si jamais, effectivement, on a affaire à un charlatan, on va se rendre compte qu'il n'y a pas de résultat, donc on n'y retournera pas. Ouais. Et je vous dis, au bout de quelques jours, quand on a vu les résultats, on a dit non, il se passe quelque chose. Ah oui. On va essayer, on va tenter jusqu'au bout. Vous vous êtes jamais dit que c'était très psy, tout ça? Que peut-être... C'est-à-dire que moi, je pense... si vous voulez, sur une personne, peut-être sur un adulte, mais là, un enfant de 2 ans et demi, vous ne pouvez pas lui expliquer qu'on va avoir un magnétiseur, que c'était magique pour nous, si vous voulez. Pour nous, il y avait un résultat tout de suite, au bout de quelques jours, et donc on ne pouvait pas... Il n'y avait aucune psychologie par rapport à nous, même si un enfant ne peut pas, vous ne pouvez pas expliquer ça à un enfant. C'est pas possible. Ça ne peut pas être de la suggestion sur elle, vous voulez dire, c'est ça? Voilà, tout à fait. Je pensais à une chose lorsque vous me parliez, c'est-à-dire qu'il y a, je crois, une réalité en ce moment dans la médecine. C'est-à-dire qu'on a une médecine qui est une médecine traditionnelle européenne, dans une culture très, très concrète. Mais il y a une très grande ouverture sur les autres médecines en ce moment. On observe la médecine chinoise, par exemple, qui est faite de toutes ces choses-là. Ou d'autres médecines, même, je voyais un documentaire de médecine de tribus qu'on considère, nous, demi sauvages, barbares et tout ça, et qui ont des médecines extrêmement compliquées et complexes. Donc il y a une très grande étude qui se fait, mais qui n'est pas encore arrivée au grand public. Une très grande étude pour mélanger toutes ces médecines. Et il y a sûrement un mystère dans ce magnétisme. Il y a un mystère pour guérir qui n'est pas appliqué dans notre médecine européenne. Ça, c'est sûr. Quelle que soit l'explication, c'est magique ou c'est scientifique, on ne sait pas encore. Voilà. Mais en tout cas, moi, il m'a sauvé ma fille. Ouais, pour moi, il m'a sauvé ma fille. Christelle, merci de ce témoignage. Et plein de bisous à Mélanie. Merci. Alors, un autre best-seller du surnaturel, c'est la Dame Blanche. Vous savez, c'est cette dame
qui apparaît la nuit brutalement comme ça à des automobilistes sur une route un peu perdue, qui montent dans la voiture et puis qui disparaît brutalement, normalement après avoir poussé un grand cri. Alors des témoignages comme ça, on en voit aux 4 coins de la France. Nous, on a voulu faire le point ce soir sur 2 témoignages très précis, dont une affaire de Dame Blanche qui a eu lieu récemment dans le Gard. Regardez. La Dame Blanche est un peu la star des fantômes. Elle adore apparaître à des automobilistes en pleine nuit et hop, disparaître tout aussi soudainement. Son dernier exploit du genre remonte au 15 novembre 1998 sur une route du Gard. J'ai aperçu une femme pieds nus qui demandait de l'aide avec ses mains. Et elle était avec une robe blanche très longue et manches courtes. J'ai regardé, je me suis retournée et c'est là que je l'ai plus revue. La jeune femme qui témoigne n'a rien d'une hallucinée et son récit est tellement précis que même les gendarmes la prennent au sérieux. Ce qui m'a le plus surpris, c'est surtout sa sincérité parce qu'elle-même n'avait jamais entendu parler de cette apparition et lors de son audition, à plusieurs reprises, les questions qui lui ont été posées, elle n'a jamais fait état qu'une personne lui était apparue. Elle a toujours pensé que c'était une personne qui était en détresse ou qui avait un problème familial ou qui s'était échappée d'une asile. Du coup, la gendarmerie part sur les lieux pour essayer de trouver les traces de la fameuse Dame en blanc. Elle était ici, elle est apparue ici. Voilà. Elle est apparue presque au milieu du pont. Mais malgré les longues recherches effectuées par les gendarmes, sur la route, comme sous le pont ou encore dans les champs environnants, aucun indice, aucune trace de pas. Rien, manifestement, il n'y avait personne ce soir-là sur cette route pourtant très dégagée. Vous pouvez le constater, vous avez affaire à des terrains qui sont incultes et la visibilité la nuit avec les pleins phares est très bonne. Donc cette personne X aurait vu si quelqu'un partait en courant ou pas. Pourtant, la jeune conductrice persiste. Elle n'a vraiment pas rêvé, il y avait bien quelqu'un dans la lumière de ses phares. Non, parce que la personne était vraiment quand même un chien à os. C'était une personne qu'on voulait, moi, il n'y a pas de... S'agirait-il alors de la Dame Blanche? Un indice, celle-ci apparaît toujours sur les lieux d'un accident mortel. Y en a-t-il eu un sur cette route? Le chef Garcia confirme. Absolument, ici, il y a quelques années de cela, une dame d'un village avoisinant a eu un accident mortel à hauteur du tournant face à la murette qui se trouve environ à 150 mètres d'ici. Elle était aussi grande, elle était blonde, mais à la seule différence que celle qui est décédée avait les cheveux courts et la Dame Blanche, d'après Madame X, avait les cheveux longs. Et oui, l'histoire ressemble bien à toutes celles où une Dame Blanche apparaît, comme celle-ci survenue en 1981 sur la route de Palavas. 4 jeunes gens qui circulent en R5 aperçoivent une femme en impair blanc qui fait du stop. Elle monte dans la voiture et s'assied à l'arrière entre les 2 passagers. Le conducteur redémarre, mais au bout d'1 kilomètre, la femme pousse un grand cri. « Attention au virage !» et elle disparaît. Ses voisins n'ont rien senti, aucune portière ne s'est ouverte, pourtant elle n'est plus là. Choqués, les 4 jeunes gens font une déposition, mais ils auront bien du mal à se faire prendre au sérieux. Normal, ici on veut bien croire à la sardine qui bouche le port de Marseille, mais quand même pas aux fantômes. C'est dur à croire, voilà. C'est dur à croire, ça. Hein. On a vu des conneries là, mais des trucs comme ça, une femme en blanc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, là. Moi, ça me paraît bizarre, ça, hein. Et oui, bizarre, étrange, mystérieux, comme l'affaire du 15 novembre, qui n'est toujours pas élucidée. Dame Blanche ou vraie personne en détresse, apparition ou canular, en tout cas, la gendarmerie continue d'enquêter. Et le chef Garcia, qui a pourtant, lui, bien les pieds sur terre, est décidé à trouver la clé de l'énigme. Je pense que ce soir-là, Madame X a bien vu quelque chose. Mais quoi? Mystère. C'est le sergent Garcia qui le dit, hein. La Dame Blanche, Richard? Jamais eu une dame qui faisait l'autostop et qui a disparu dans votre voiture? Arrivé, non? Avec un grand cri. Avec un grand cri. Ça arrive dans beaucoup de régions, en tout cas, il y a beaucoup de témoignages. Catherine? Des apparitions, non. Des voix, Ah bon? Et c'est quoi des voix? J'étais sûre que j'étais en train de perdre quelqu'un. Ah, pas cool. Ça a duré un petit moment quand même. C'était à un moment donné de ma vie où j'étais, je faisais des petits concours, machin. Bon, j'étais un petit peu fatiguée, mais c'était assez flippant. Et c'était comment? Vous étiez chez vous, dans votre lit? Oui, j'étais chez moi. J'étais assez crevée, j'éteignais et j'avais l'impression qu'on était 35. Dans la pièce où vous étiez, vous aviez l'impression qu'il y avait de la foule? Oui. Enfin, c'était pas forcément dans la pièce. J'habitais un studio, donc on va pouvoir jouer sur les mots. Mais c'était très moyen, quoi.
Bon, la Dame Blanche, ça reste pour l'instant en tout cas un mystère, comme beaucoup de ceux dont on va parler ce soir. Le surnaturel dont on parle ce soir dans Y a pas photo, ça fascine des millions de Français. Ça fascine aussi, Laurent, les stars. Et oui, et pour en parler, on va vous demander d'accueillir très chaleureusement notre Dame Blanche à nous. Elle fait une apparition environ une fois par semaine, le lundi soir vers 22h35. Merci d'accueillir Valérie Benaïm. Bonsoir Valérie, ça va bien? C'est la Dame Noire ce soir. C'est oui, bleu marine. Bleu marine, excusez-moi, j'ai pas mis. Ouais. Enfin, la Dame bleu marine, c'est bizarre. Dame Blanche, ça fait mieux. Ça fait mieux. Vous auriez pu vous habiller tout en blanc d'ailleurs. J'aurais pu le faire. Nous faire une surprise. Mais je l'ai pas fait. Allez, vous changez tout de suite, Valérie. Alors Valérie, je disais, les personnalités, elles aussi, peuvent être fascinées par le mystère, le surnaturel. Oui, bien sûr, et certaines ont même vécu des choses extrêmement étranges. Excusez-moi, les choses extrêmement étranges, je vous coupe 2 secondes, parce que pour l'instant, vous savez ce que c'est dans Y a pas photo. Bah, y a pub. Bah oui, y a pub, c'est comme ça. Retour sur le plateau de Y a pas photo pour la deuxième partie de l'émission, toujours avec Catherine Jacob et avec Richard Cocciante. Nous allons continuer à parler pendant une petite heure des histoires étonnantes et drôles du surnaturel ce soir. Mais avant cela, un petit mot du jeu. Vous le savez que comme d'habitude, vous pouvez gagner 2 chèques de 5000 francs ce soir en jouant sur votre Minitel 3615 TF1 rubrique Y a pas photo ou sur votre petit téléphone le 08 36 68 14 08. Et en répondant notamment à une question assez simple, elle concerne notre invité Richard Cocciante. Qu'a-t-il réalisé, Richard, dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris? A-t-il composé les musiques? A-t-il composé les décors? Ou a-t-il fait les costumes? Voilà. Répondez vite sur le Minitel ou sur le téléphone. De plus en plus dur les questions. Valérie, oui. on le disait tout à l'heure, juste avant la publicité, les stars, elles aussi, peuvent être fascinées par le surnaturel et voir parfois des choses, assister à des phénomènes étranges. Exactement. Alors effectivement, comme ce sont des stars, souvent elles rechignent à en parler parce qu'elles ont peur de passer pour des folles furieuses. Mais quelques stars ont raconté leur rencontre avec l'étrange en tout cas, notamment Florence Artaud. La navigatrice. Elle voit des fantômes. Parfaitement. Il y avait au départ, c'était plutôt le sentiment de ne pas être seule dans la pièce. Souvent, on se retourne et on se dit tiens, il y a quelqu'un dans la pièce. Et on se dit. Ouais, ça m'arrive régulièrement avec Pascal. Mais Pascal est là. Effectivement, il est là. Et elle se retourne et Pascal n'est pas là. Mais en revanche, des fantômes, elle a des sensations. Alors au départ, c'était juste une sensation comme ça qui flottait dans l'air. Et ensuite, c'est carrément des corps qui la frôlaient. Ouais. Des mains qui lui caressaient le corps, qui lui caressaient la joue. Oui. Non, mais je sais que ça paraît étrange, mais elle le raconte. Au départ, elle en avait peur, et après, elle en a plus eu peur du tout parce qu'elle s'est familiarisée avec leur présence. Et c'était quelque chose d'assez rassurant. C'était pas des présences maléfiques, elle voulait pas lui faire de mal. Ça se matérialisait ensuite dans sa maison avec des portes qui claquent. Il n'y a pas de courant d'air et la porte carrément qui se verrouille devant elle. Qui se verrouille. Qui se verrouille carrément, à double tour devant elle. Ah, ça fait un peu. C'est ce qu'elle raconte. Ça fait peur. Ça fout les miquettes dans ce cas-là. Elle raconte même qu'elle a mis une journée entière à déverrouiller la porte. Impossible de la déverrouiller. Ah bah un fantôme quand ça verrouille, ça verrouille. Un fantôme quand ça verrouille. Attention, un fantôme, c'est verrouilleur. Hein. Le coup des présences, je crois que ça s'appelle des corps éthériques. Oui, des corps éthériques. Yes. Ah, vous êtes renseigné. Et comment vous savez ça, vous? Parce que ça m'est arrivé. Et ça fout les jetons. Mais c'est pas du tout cool. Hein. Bah non, on s'aperçoit au bout d'un moment que c'est pas agressif. Forcément, mais c'était pas un truc très agréable ni quoi que ce soit. Mais vous n'avez jamais fait le bateau avec Florence Artaud? On sent quelque chose, c'est comme de la brume, un machin, et c'est assez froid, bon. Et vous avez le cerveau qui fonctionne et le cœur qui se met à 500. Vous n'avez jamais pensé que c'était simplement des hallucinations visuelles et auditives? On croit forcément qu'on est débile, on croit forcément qu'on a un truc en c'est pas ce que j'ai voulu dire. Hein. C'est forcément de sa faute. Donc on allume la lumière. Et il ne se passe rien. Donc ça recommence. Valérie, d'autres exemples de personnalités connues qui ont vécu des choses étranges? Noah. Alors Noah, c'est différent. Noah, il a une double culture, africaine, européenne. Et vous savez qu'en Afrique, il est de coutume de parler avec ses morts. Il n'y a aucun tabou là-dessus, c'est tout à fait naturel. Tiens, je suis allée au marché, j'ai discuté avec grand-mère. Alors nous, en France, on dirait, mais ta grand-mère, elle est morte, tu peux pas avoir discuté avec elle. Là-bas, on ne dit pas, ta grand-mère, elle est morte. On répond, bah, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ça paraît tout à fait normal. Et le grand-père de Yannick Noah est décédé, et dès l'âge de 10 ans, le papa de Noah discutait avec son papa, c'est-à-dire avec son grand-père, et le racontait à Yannick. Et finalement, en 86, je vous raconte un peu l'histoire, comment ça s'est passé? Allez-y. Alors, je vous fais la scène. Donc, nous sommes chez Yannick Noah. Yannick Noah dort. C'est l'aube.
Tout d'un coup, voilà. tout d'un coup, les deux chiens, il avait 2 bergers allemands à l'époque, se mettent à hurler à la mort, un hurlement qui glace les sangs. Donc normalement, dans son lit, ça le réveille en sursaut, il devrait être glacé de terreur. Pas du tout, il se sent tout à fait prêt à accueillir quelque chose, il se demande quoi. Et là, une voix lui dit « Yannico, c'est moi ». Et Yannico, la seule personne qui l'appelait comme ça, c'était son grand-père qui le surnommait Yannico. Son grand-père. Et donc tout d'un coup, il se dit c'est pas possible. Et là, son grand-père est près du lit, habillé, et lui parle, et lui dit Yannico, je suis là, je suis venu pour surveiller, pour voir si tout va bien, et si tu as besoin, je reviendrai. Et il dit ok, très bien grand-père, comme si c'était naturel, et lui-même est surpris de parler naturellement, et ça disparaît. Et là, il se lève et il réalise qu'il vient de parler avec son grand-père. Et il y croit dur comme fer depuis cette époque-là. Et il y croit dur comme fer maintenant. Il a raconté l'anecdote à son papa, qui lui a dit bah, tu vois, tu reviens à la raison. Enfin, un garçon raisonnable. Tu reviens sur terre. Tu reviens sur terre. Toi aussi, t'as parlé à C'est grand-père. un truc normal, mon garçon. Voilà. Une petite pour la route? Une dernière. Une petite dernière sur Madonna. Ah, tiens, pourquoi pas. Madonna. On va en parler dans quelques secondes de Madonna, justement. Eh ben Madonna, alors elle est très mystique, vous savez, et elle est très très imprégnée par les éléments. Le feu, la terre, et elle est persuadée que tout ça c'est un univers, que notre corps est en rapport avec cet univers et que pour passer de notre corps à cet univers-là, il y a une chose très importante, c'est la prière en sanskrit. Et il faut tout le temps chanter Ashtangi, Tangi, Ashtangi, et si vous le répétez... Comment Ashtangi, Ashtangi, Tangi, Ashtangi. Le fait de le dire va vous amener dans une sorte d'extase, et le sanskrit fait que votre corps se transporte dans l'univers. D'ailleurs, elle pense, je crois, être la réincarnation Elle pense être la réincarnation d'un empereur chinois. Et elle pense également que elle a également en elle, en plus de l'empereur chinois, donc il y a pas mal de monde là-dedans, il y a donc l'empereur chinois et il y a l'âme de sa maman, parce que sa maman est décédée quand elle avait que 5 ans, Madonna. Et elle est persuadée que sa maman, donc son âme est en elle. Pas mal? Pas mal. Étonnant. Valérie, merci. On se retrouve tout à l'heure parce qu'avec vous, on va parler de communication avec les morts, justement. Madonna, on va continuer d'en parler et on va essayer justement de savoir qui elle est vraiment et quelle est sa relation avec le surnaturel. Et pour en parler, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Georges Chetoshin, mesdames et messieurs. Salut Georges. Bonjour. Vous allez bien? Excellent. Madonna, c'est un peu votre style de musique à vous, Madonna? Il adore Madonna. C'est pas mon style de musique, c'est mon style de femme. Ah, pas mal, bien répondu. Bien répondu. Georges est un homme de goût. Alors, Georges... Elle est sublime, elle est surnaturelle. Alors, Georges, nous, on vous a préparé une petite surprise avant d'entrer dans le vif du sujet, si je puis dire, parce que Madonna surnaturelle, ça nous laisse un petit peu sceptiques. On a un document, là, un film où elle paraît au contraire très terre-à-terre. Très naturel, surtout. Ouais, très naturel, surtout. Regardez. Oh oui. C'est un défilé avec Jean-Paul Gaultier. Alors là, pour l'instant, tout va bien. C'est Madonna avec Jean-Paul. Hein. Et puis là, c'est toujours Madonna avec Jean-Paul, mais nettement plus intéressante. Et pas surnaturelle du tout. Pousse-toi, Jean-Paul. Toujours devant, celui-là. Elle est belle quand même. Hein. Allez, c'est magnifique. Alors, nous, on vous pose la question, où est le surnaturel? Alors, écoutez, maintenant, est-ce que je peux avoir un ralenti là-dessus? Parce que ça vaut le déplacement. Pousse-toi, Jean-Paul. Ça, c'est sûr que ça vaut le déplacement. Je voudrais avoir un ralenti sur cette image, oui. Alors là, voilà une très belle provoque, là, qu'on vient de voir, bien sûr. Mais regardez bien maintenant, moi, je vais vous montrer quelque chose. Regardez comme elle enlace Gaultier. Le vénard. Et c'est pas tellement une provoque parce qu'elle ne touche pas avec ses seins. Elle respecte son homosexualité. Et surtout, regardez comme elle met les mains. Elle met les mains avec les doigts très écartés et lui transmet toute son énergie. C'est la reine de la provoque, si vous voulez, mais c'est une extraordinaire pudeur. C'est une femme qui vient de toucher un homosexuel. Elle le respecte, elle ne le touche pas avec ses seins. Et elle met ses mains sur son dos et vous remarquerez qu'elle écarte ses mains. Et tout à l'heure, Valérie disait, elle transmet de l'énergie. C'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Alors, premier élément, vous avez vu son énergie. Et si vous regardiez la force qu'il y a dans ses avant-bras... On peut peut-être revoir le document. Oui, regardez comme ses avant-bras. Regardez comme les muscles de ses avant-bras sont tendus. Vous allez voir comment elle prend. Vous allez voir, elle va écarter ses mains. Et vous allez voir, regardez le bras gauche, regardez la force qu'il y a dans ce bras gauche, regardez l'énergie qu'il y a dedans. Vous voyez, tous ces muscles sont contractés, c'est pas pour rien. Et
je vous montrerai d'autres choses après, mais je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est la reine de la provoque si on admet ce que je viens de dire. Elle transmet des bonnes ondes. Elle aime beaucoup Gautier. Vous savez que Gautier l'a transformée. Ouais. Gautier lui a donné un autre style. Il l'habille aussi beaucoup. Oui, mais il lui a surtout fait changer de style. Parce que pour qui aime Madonna, Madonna a complètement changé. Et c'est Gautier qui lui a fait ce changement. Et il a fait avec elle une transmission de force et d'éléments. Parce que c'est ça le surnaturel. Tout ce que vous avez dit dans l'émission depuis le départ, c'est quoi? C'est que, est-ce que j'ai la force et l'énergie de vous transformer? Ouais. C'est impossible. Je confirme. Georges, on va essayer d'aller un peu plus loin dans cette démonstration. Alors, vous allez voir un document, je vais vous le laisser voir, je ne vais rien dire, et ensuite je vais revenir. Pourquoi tu dis A? Je disais, ah, c'est bizarre de Pourquoi tu rien dis sur le A? document. Non, vous inquiétez pas. Tu as une énergie négative? Non, mais pourquoi tu dis rien sur le document? Ben, pour une fois. Alors, d'abord, elle est très dégrafée ici, provoque. Et regardez, à chaque fois qu'elle parle de Dieu, elle a l'œil qui regarde vers le ciel. Regardez ici, regardez cette joie qu'elle a. Elle parle de Dieu là. Et elle regarde vers le ciel et elle a le visage complètement détendu. Et elle a vraiment ici, c'est une autre personne, c'est plus une provoque. Là, elle est en train de prendre l'énergie. Effectivement, toutes les personnes qui parlent du surnaturel ont toutes le même geste, c'est comme ça. Toutes les personnes qui vous disent « je suis venu de la mort, j'ai vu la mort », elles lèvent les yeux au ciel, mais surtout, il y a une décontraction du visage qui montre une béatitude. Une sérénité. Une sérénité. Et Madonna, là, vous avez vu, vous a montré une sérénité. Madonna cherche son énergie dans le surnaturel, et c'est une énergie surnaturelle. C'est pour ça que je l'ai choisie. Est-ce que ça veut dire ça, Georges, que quelqu'un qui croit vraiment au surnaturel, aux forces de l'au-delà, que ce soit Dieu ou autre chose, quand il en parle, il a les yeux qui se lèvent forcément, et que quelqu'un qui n'y croirait pas... Écoutez, il y a très peu de madones qui regardent vers le sol. Ouais. Et il y a beaucoup de madones qui regardent vers... Vous voulez dire dans les églises, dans les tableaux, partout, etc. Ouais. Dans tout. Et vraiment, cette notion d'extase, de regarder, et puis surtout cette paix dans le visage, la paix qu'il y a dans le visage de Madonna, c'est ce regard qui n'est pas fou, cette femme qui a un regard d'acier, parce que c'est une femme qui a un regard d'acier, elle a cette expression, alors... Elle est inspirée, quoi. Oui, attendez, le surnaturel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, vous avez une communication avec quelque chose de loin, pas avec quelque chose de près, quelque chose de loin. Ça veut dire que d'un seul coup, vous décollez complètement. Et Madonna vient de vous montrer qu'elle décolle. Il y a un autre document. Alors, il y a un petit document sur les mains. Donc, vous voyez toujours sa provoque. Elle est obligée de nous montrer son corsage. Elle ne peut pas faire autrement. Mais c'est la reine de la provoque. Et c'est la princesse du surnaturel. Et vous allez voir ses mains maintenant. Sur l'arrêt sur image, sur son pouce, elle a un pouce très curieux. C'est étonnant de voir un pouce comme ça. C'est assez rare. Il est cassé. Regardons bien, concentrons-nous. Et maintenant, je vous envoie l'énergie. Elle envoie l'énergie ou elle jette un sort là? C'est la même chose. Ah, c'est la même chose, d'accord. Le sort, c'est une énergie négative. Ça peut être... Bien répondu, Georges. Ouais. Paf, ça lui a cloué son petit bec. Alors maintenant, je vous envoie des clips pour voir Madonna telle que vous l'aimez. Je vous demande de regarder son énergie et je vous demande de regarder tous les gestes qu'elle a. Et les signes. Et les signes qui montrent la notion de surnaturel. Et vous allez comprendre que l'artiste a quand même choisi de figurer dans des choses incroyables. Et c'est pas du commercial, je crois que c'est vraiment sa vraie nature. Ah, c'est la fameuse statue qui pleure dans l'église. Elle fera l'amour avec le sein d'ailleurs. Les yeux, regardez les yeux comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Comme dans la vie, elle a une paix dans le visage. Alors, crucifix, etc., c'est... Elle en met partout, les crucifix. Oui, mais c'est un grand classique. Le grand classique de tous les grands mystiques surnaturels qui provoquent aussi. Regardez les doigts, les signes kabbalistiques. C'est pas n'importe quoi qu'elle a sur les doigts. C'est des signes kabbalistiques? Et ça, c'est la plus belle image. C'est celle qu'elle préfère. Elle dit, elle préfère. C'est vraiment surnaturel. En clair, elle a beaucoup utilisé ce qu'elle est véritablement, quoi, c'est ça? Elle a, alors, c'est la vérité de cette femme. En conclusion, c'est quoi? Je pense que véritablement, elle a une énergie surnaturelle. Elle la puise vraiment ou pas, j'en sais rien. Mais elle puise une sorte d'énergie, une sorte de vibration. Elle dit que ça vient du surnaturel.
au travers de ce que je vois, et surtout de la façon dont elle regarde, je pense que c'est assez vrai. Merci Georges Chetochin. On se retrouve la semaine prochaine. Et on va continuer bien évidemment ce soir de parler de phénomènes paranormaux et surnaturels. On va aller faire un tour maintenant. Une histoire qu'on aime bien là, Pascal. Ouais, dans un petit village de l'Hérault, un petit village où il se passe quelque chose de vraiment étrange. Regardez bien, vous allez en être complètement à l'envers. À Sirpan dans l'Hérault, ça fait des années qu'on en discute. La route qui monte, elle monte ou elle descend? La voie monter et en fait elle descend. Démonstration, cette route, vous la voyez bien monter. Eh bien, regardez la boule. Elle roule toute seule, comme si elle descendait ou si elle était attirée par une force mystérieuse. Vous n'êtes pas convaincu? Alors regardez cette camionnette. Ça descend, ça descend, ça descend. Ça monte pas, je le dis, moi, ça descend. C'est-à-dire, quand vous arrivez, vous voyez que ça monte et puis finalement ça descend. C'est quelque chose. Hein. Automatiquement, on voit qu'elle monte quand on est en bas. Mais quand vous mettez la voiture là, automatiquement elle monte. Il paraît que c'est quelque chose qui attire. Hein. Je suis maçon et moi je dis que ça monte. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Ah ouais. Ça monte, il n'y a rien à dire là. Moi je vois que ça monte. Alors, elle monte ou elle descend? Est-ce une illusion d'optique ou une attraction magnétique? La côte serait-elle en fait une pente? Ou bien assistons-nous à un phénomène surnaturel? Il y a vraiment de quoi en rester les fesses par terre. Il faudrait vraiment creuser dessous pour voir qu'est-ce que c'est qui aspire les voitures. Il n'y a que ça, il n'y a pas d'autre solution. Je veux dire, les gens qui viennent, c'est pareil, ils repartent, ils sont aussi couillons que quand ils sont arrivés. Et ça, c'est sûr. Ce qui est sûr aussi, c'est que la route qui descend ou qui monte attire la foule à Sirpan. Et tout le monde y va de sa petite expérience pour résoudre le mystère. Même si en fait, ça en fait rire certains. Si on avait la chance que toutes les routes qui montent soient comme celle-là, on n'aurait plus besoin de mettre d'essence dans les voitures. Et oui, elle partirait tout seul. Regardez que l'économie, ça représenterait, vous vous rendez compte? Et oui, la côte qui monte ou qui descend, si vous voulez la voir, c'est à Sirpan dans l'Hérault. Et pour l'instant, le mystère n'est toujours pas vraiment résolu. L'explication la plus plausible, ça serait qu'il y a un phénomène d'illusion d'optique, mais personne n'arrive à l'expliquer parce qu'effectivement, quand on la voit, elle monte vraiment. Alors, ben on ne sait pas. Alors, mystère, ça fait partie des nombreux mystères de cette émission. À Sirpan dans l'Hérault, si vous voulez voir en tout cas la route qui monte ou qui descend, je ne sais plus trop bien. Alors on ne le dira jamais assez. Dans le surnaturel, dans le paranormal, il y a aussi beaucoup d'arnaques, beaucoup d'escroqueries. Vous vous souvenez certainement, on en avait parlé dans Il n'y a pas photo, il y a quelques mois de cette affaire de l'église de Delin où il y avait des phénomènes mystérieux qui avaient... Et c'était le maire en fait, voilà, c'est ça? En fait le maire qui avait organisé tout ça. Des affaires comme celle-ci, on en trouve malheureusement par centaines. Et pour en parler, ce soir avec nous dans Il n'y a pas photo, merci d'accueillir Priscille de Bellois. La voici, la voilà. Je peux te dire que les Français croient beaucoup au surnaturel. Alors moi j'ai un chiffre qui est vraiment étonnant. 10 millions de Français consultent chaque année marabouts, sorciers, voyants, etc. 10 millions 10 millions. Il faut dire qu'ils dépensent 3 fois plus dans ce genre de consultation que chez le médecin. Une consultation moyenne coûte à peu près 600 francs, mais ça va jusqu'à 1500 à 2000 francs par consultation. Si c'était remboursé, bonjour le trou de la sécu. Ah oui, déjà qu'il est assez profond. Mais il y a une arnaque en France, moi je voulais parler, c'est de faire très attention aux marabouts. Ouais. Parce que c'est une arnaque qui est très répandue. Et il y avait des marabouts qui se disaient être capables de multiplier les billets d'argent. Intéressant. Oui, intéressant au départ. Donc on arrivait avec un billet de 100 francs, alors le marabout manipulait comme il voulait, etc. Il vous mettait en confiance, et puis là vous ressortez avec 400 ou 500 francs. Ah, il multipliait par 5 carrément. Ah oui, il multipliait carrément par 5. Ah, oui, c'est super intéressant ça. C'est hyper intéressant. Donc qu'est-ce que faisaient les gens? Ils revenaient la fois d'après, mais là ils se saignaient pour amener 10 000 francs jusqu'à même 100 000 francs. Donc ils se mettaient des crédits, etc. pour amener cet argent. Ils revenaient, et là le marabout leur disait, écoutez là, avec cette somme-là, il faut que je me concentre, il faut que je me prépare. Je vous revois demain matin à 9h. Jusque-là, je vais bien me concentrer sur ce problème. Mais pourquoi, monsieur le marabout, faut vous laisser tout mon argent jusqu'à 9h? Eh bien, les gens laissaient cet argent, mais le lendemain, quand moi, ils arrivaient... Mais moi, je l'aurais laissé pour avoir 500 000. Bah oui, voilà. Mais oui, c'est ce que les gens faisaient. Mais le lendemain matin, quand ils arrivaient, qu'est-ce qui se passait? Plus personne. Personne derrière la porte. Marabout de ficelle. Marabout inexistant. Les 500 000 francs du rêve envolés aussi au passage. En général, on l'a vu avec le guérisseur tout à l'heure, tous les gens qui ont des tarifs prohibitifs, qui vous demandent de l'argent, qui vous demandent de laisser de l'argent, etc. En général, même si vous croyez à tout ça, évitez quoi. Passez votre route. Il faut oublier, ça c'est sûr.
Alors quelquefois, Priscille, ça dit le surnaturel, le faux surnaturel, ça peut être bien utile à certains. Ah oui, là c'est en Angleterre, et là c'est un couple qui lui, à l'inverse, s'est servi du surnaturel pour arrêter de payer ses traites de maison. Alors, je vous explique pourquoi. La façon, c'est que tout simplement, ils ont acheté une maison, ce couple, Josie et Andrew, très contents d'acheter une maison, et puis ils payaient des traites tous les mois. Et Josie a commencé à dire que sa maison était hantée. Donc, elle ne voulait plus payer les traites. Elle avait, pendant la nuit, elle sentait des mains glaciales qui lui transperçaient le corps. Elle entendait des bruits absolument fous dans sa maison. Il y avait des chutes de température absolument incroyables dans sa maison. Donc, elle a décidé de ne plus payer les traites en disant « Je me suis fait arnaquer, entre guillemets, sur la marchandise de cette maison, puisqu'on m'avait vendu la maison du bonheur. » Et en fait, c'est la maison hantée. Donc, évidemment, c'est passé devant le tribunal. Et heureusement, on s'est quand même rendu compte de la supercherie. Donc, ils ont été obligés de rembourser, bien évidemment, la fin des traites. Mais aussi, au passage, ils ont eu une amende, parce qu'il ne faut quand même pas se moquer de tout le monde à ce point-là. D'accord. Merci Priscille. Et puis donc, on vous le redit, méfiez-vous quand même quand vous allez voir des guérisseurs et autres magnétiseurs. Ils ne sont pas tous sérieux. Cela dit, Priscille a bien raison de parler de maison hantée, Pascal. Oui, parce qu'on va continuer à en parler, parce que là, c'était une escroquerie, une arnaque. Mais parfois, les histoires de maisons hantées, même les scientifiques n'arrivent pas à expliquer les phénomènes qui s'y produisent. C'est ce qui est arrivé à la personne que nous allons recevoir maintenant. Elle a hérité d'une maison où il se passait des choses assez bizarres. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a eu du mal à la vendre. Merci d'accueillir Muriel Elena. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Vous êtes fonctionnaire dans le Midi. Oui. Et il y a quelques années, vous avez hérité de la maison de votre maman. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé dans cette maison? La première fois que je suis rentrée dans la maison, je ne pouvais pas y rentrer et j'avais un chien et un chat qui étaient avec moi, qui ont eu le même phénomène de peur, c'est-à-dire que le chien n'a pas voulu du tout rentrer dans la maison, il hérissait le poil, le chat miaulait à fendre l'âme et il ne voulait pas non plus rentrer dans cette maison. J'avais un phénomène de peur, je sentais une présence. Au bout d'un certain temps, vous arrivez à surmonter cette peur, vous rentrez dans la maison quand même, et là... Dès le premier jour, je suis rentrée dans la maison parce qu'en fait, mon mari m'a trouvé un peu ridicule de rester sur le palier. Et donc, lui n'avait aucune appréhension. Et donc, on a pris possession de la maison. Et dès le départ, nous avons eu tout un tas de trucs très bizarres. Exemple? Exemple, la porte qui ne voulait pas rester fermée. Alors, mon mari, qui était toujours très pragmatique, me disait, c'est parce qu'il y a une fausse pente dans la maison, etc. On va changer les serrures. C'est ce que nous avons fait. J'ai essayé de la coincer, j'ai fait plein de choses. Et elle ne voulait jamais rester fermée. Et j'ai dormi dans cette maison pour la première fois. Et là, j'ai eu une curieuse chose qui m'est arrivée, parce que j'ai vu la femme qui était dans cette maison-là, et elle m'a agressée. Elle m'a agressée physiquement. Quand vous dites une femme, c'est une femme en chair et en os? Non, enfin, c'est pas une femme en chair et en os. C'est assez très difficile à... C'était peut-être une imagination onirique, enfin un rêve de cette femme-là, mais ce rêve-là m'a agressée physiquement, j'ai été blessée et j'en ai gardé les marques. C'est-à-dire quoi? C'est une petite cicatrice que j'ai au niveau du poignet. J'ai vu cette femme et elle m'a porté un coup de couteau. Un coup de couteau. Et comment ça s'est matérialisé concrètement, cette agression? Je me suis réveillée et j'étais en sang. Et mon mari, lui, enfin, toujours pragmatique, a essayé de démonter le matelas en mousse où nous étions pour savoir s'il n'y avait pas un bout de ferraille, s'il n'y avait pas un clou qui était placé. Si moi, en remuant dans la nuit, je ne m'étais pas blessée d'une manière quelconque. Il n'a rien trouvé. Et donc, là, à partir de ce moment-là, lui aussi a commencé à y croire. Et moi, je me suis sentie un peu moins isolée, un peu moins bête dans mon histoire. Parce qu'en fait, au départ, je me demandais si moi, je n'étais pas en train de tourner un peu gaga et si je n'avais pas besoin d'un bon psychologue ou d'un bon psychiatre pour parler franc, si je n'imaginais pas tout ça. Et là, vous avez pu lui dire, tu vois bien qu'il y a des trucs, il y a des trucs bizarres. Il y avait des choses très bizarres, il y avait une manifestation d'odeur, la maison sentait très mauvais, elle sentait la charogne. Elle sentait la charogne? C'est la maison du cauchemar. On a essayé de trouver des remontées d'eau, des moisissures, il n'y avait rien qui puisse justifier physiquement et matériellement de cette odeur. Vous en avez parlé à qui alors? Au départ, j'en ai pas parlé parce que curieusement, j'avais un phénomène de honte d'en parler. On va me prendre pour une... Voilà. Et donc j'avais honte d'en parler et j'ai commencé à me renseigner plus ou moins quand on a eu des manifestations plus physiques, comme par exemple des coulées de boue qui ne partaient ni du plafond ni du sol. Là, j'ai commencé à me dire que c'était un peu quand même, c'est pas moi qui pouvais imaginer ça. Quoi. Mais attendez, moi j'aurais une maison hantée, il y aurait de la boue, de l'odeur de charogne, on m'agresserait durant la nuit sur la main. Je partirais. Mais je la vendrais la maison. Mais moi j'ai essayé. Mais alors oui, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas réussi, personne n'en voulait. Personne
Ça, vous avez essayé de la vendre et personne n'en a voulu? J'ai essayé pendant des années, j'ai essayé pendant 2 années consécutives. Attendez, vous mettiez quoi dans la petite annonce? Vendre maison hantée? Non, non, jolie petite maison de campagne. Sans aucun problème. Sous valeur. Vendu 50 000. Alors Muriel, il paraît que vous avez essayé d'exorciser vous-même la maison. J'ai essayé d'exorciser, c'est-à-dire moi je ne croyais pas du tout à un exorcisme. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça, poussé par des amis. Comment vous avez fait pour exorciser vous-même cette maison? J'ai pris un livre, et puis vous avez dit, alors, manuel. page 2, comme une recette de cuisine? Voilà, exactement. Et là, votre mari s'est dit, là, elle pète les plombs. Non, là, mon mari m'a encouragée, au contraire. Il m'a dit n'importe comment, si ça marche pas, c'est pas grave. Donc vous avez suivi... Et si ça marche, eh bien, tant mieux. J'ai suivi la recette. Vous avez suivi le mode d'emploi? Oui, je me suis dit ça marchera pas. N'importe comment, c'est des bêtises. Et on est parti. Après ça, on a fermé la maison, sagement, on est parti. Quand je suis revenue, j'avais oublié dans mon truc la salle de bain. Et j'ai eu la salle de bain qui a été entièrement saccagée. Alors que je n'avais absolument aucune trace d'effraction, que la maison était baraudée, que les serrures n'ont pas été forcées. Il y avait 20 cm d'eau, encore une fois, en plein été, de l'eau boueuse, en plein été, dans une campagne provençale où il n'avait pas plu. Il n'avait pas plu depuis plusieurs mois. Donc tout s'était concentré dans la salle de bain. J'avais tout ce qui était fixé au mur par des chevilles, le porte-savon, le porte-serviette, le porte-douche qui avait été arraché du mur. J'avais toutes mes affaires qui avaient été jetées à bas, mes pots de maquillage qui avaient été ouverts, qui avaient été jetés là. Et donc vous avez refait l'exorcisme dans la salle de bain? Je dois vous dire que j'ai été assez ébranlée cette fois-là. Ouais, j'imagine. J'ai vraiment eu très peur. Et je me suis dit que finalement, il y avait certainement quelque chose, des forces ou des choses comme ça, que moi je n'appréhendais absolument pas, que je ne comprenais pas, mais qui devaient exister. Donc on l'a exorcisé. Tous les phénomènes avaient disparu là, après le deuxième exorcisme? Disparu, donc j'avais plus aucun problème. Même je suis restée seule, moi toute seule avec mes enfants la nuit là-bas, sans aucun problème, sans avoir peur, sans ressentir aucune présence. Nous avons redécidé à ce moment-là de la mettre en vente, et là nous l'avons vendue sans problème. Merci Muriel pour ce témoignage en tout cas. Amitié aux collègues qui doivent vous regarder ce soir au poste et amitié à eux, quoi. Il y a des personnes dont on dit souvent qu'elles ont une relation quasi surnaturelle, ce sont les jumeaux. Et oui, les jumeaux, les vrais jumeaux, pas comme Pipo et Bimbo ici présents. Et les histoires de jumeaux, eh bien, Philippe Kelly, que je vais vous demander d'accueillir, va nous en raconter une très très belle, mesdames et messieurs, Philippe Kelly. Jamais eu, sais-tu si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble? 1 an après moi, tu serais né, alors on ne se serait plus quittés comme 2 amis qui se ressemblent. Ah, bravo Philippe. Bravo Philippe. Merci. C'est bien parce que ça m'aide toujours un peu. Ah oui. La chanson était évidente là ce soir. La chanson était pas mal, oui. Une petite question parce qu'on a quand même reçu beaucoup de lettres après notre émission sur le mariage il y a quelques jours. Est-ce que votre fiancé avec qui vous avez fait votre déclaration de mariage a répondu oui ou non? Je sais pas, j'ai pas de nouvelles. Je crois que c'est bizarre, non? Non, ça veut rien dire. Non, elle m'a demandé un petit répit pour réfléchir. Pas mal. Vous étiez au courant, hein? Je vous tiens au parfum, oui. Ah, d'accord. C'est pas sympa de me parler de ça juste avant ma rubrique parce que. Le cœur bat. Oui, puis là, ça va pas mal non plus. D'accord. Mais elle en vaut la peine. Enfin bon. Des jumeaux. Enfin, bref. En attendant, depuis le début que je regarde cette émission, je m'aperçois qu'on parle de phénomènes très étonnants, surnaturels, tout ça, et je me dis, je suis un peu inquiet, parce que je me dis, ils sont en train de me piquer mon business, là. C'est quand même mon truc au départ de vous parler de choses comme ça. Alors j'ai réfléchi, et je me suis dit, de quoi je vais pouvoir parler pour vous étonner? Et j'ai trouvé, moi, je vais vous parler de naturel, mais du naturel le plus étonnant qui soit, et du plus fascinant, puisqu'il s'agit des jumeaux. Les jumeaux, ça n'arrive pas tout le temps, c'est quand même très fascinant. Alors voici le cas de 2 jumeaux, sans le savoir, qui ont grandi à 100 km l'un de l'autre sans le savoir. Ils ont été séparés à la naissance? Séparés à la naissance. Ils ne savent pas que l'un existe et que l'autre existe, c'est le lycée de Versailles. Ils ont fait leurs études sans le savoir, les mêmes. Ils ont fait les mêmes choix de vie sans le savoir. Comment tout ça est possible? Moi, j'en sais rien. Toujours est-il que je n'ai pas de frères jumeaux, mais j'ai les cassettes jumelles. Bravo. On regarde le sujet. Même pour les spécialistes, l'histoire des jumeaux Jim demeure une énigme.
Orphelins, ces deux frères ont été séparés tout petits et ne se sont retrouvés que 35 ans plus tard. Ils se rendent compte alors que leurs parents adoptifs leur ont donné le même prénom. Devenus adultes, ils ont acheté à quelques kilomètres de distance le même type de maison et l'ont décorée exactement de la même façon. Mieux encore, ils fument la même marque de cigarettes, boivent la même bière, choisissent la même marque de voiture et souffrent tous les deux de fortes migraines. Et, croyez-le ou non, les similitudes ne s'arrêtent pas là, la liste est encore longue. Nos fils aînés s'appellent tous deux James Allan. Mon frère jumeau a été marié à une femme nommée Linda, maintenant Betty, et moi aussi. C'est étrange. Mais même nos chiens avaient le même nom, Toy. Ça, c'était durant notre enfance. Et par la suite, nous avons tous les deux été dans la police. Cette avalanche de ressemblances ne peut pas s'expliquer par de simples coïncidences. Même séparés, les jumeaux Jim avaient-ils fonctionné inconsciemment, par télépathie? Leur cas a en tout cas passionné le professeur Bouchard qui étudie les étranges liens qui unissent les vrais jumeaux à l'université du Minnesota. Jim Swinger et Jim Lewis sont les tout premiers jumeaux de notre étude. Nous avons eu beaucoup de chance. Ils sont probablement plus ressemblants que la moyenne des jumeaux que nous étudions. Si vous regardez de très près, vous verrez qu'ils ont des petites pointes dans leurs sourcils, de petites touffes de poils qui dépassent. Je me suis penché et j'ai dit, je veux les compter. Je m'en souviens, il y en avait 7, et ils les avaient sur chaque sourcil. N'est-ce pas frappant? Comment d'aussi petits détails peuvent être similaires? Mais ce qui étonne vraiment le professeur Bouchard, c'est l'incroyable ressemblance psychologique des deux frères. Les deux profils étaient tellement similaires qu'on pouvait totalement les superposer. J'avais moi-même fait ce test plusieurs fois quand j'étais plus jeune, et ces deux jumeaux se ressemblaient plus que je me ressemblais moi-même à 2 années d'intervalle. J'étais sidéré par leur ressemblance. Une proximité inexplicable, ce qui est sûr en tout cas, c'est que depuis qu'ils se sont retrouvés, Jim et Jim ne font plus qu'un. Il y a un lien très fort. C'est très dur à expliquer. C'est comme si nous avions été ensemble toute notre vie. C'est vrai. Ça, c'est étonnant, hein? C'est incroyable. Jim et Jim. C'est Jim et Jim, c'est du surnaturel naturel. Incroyable. Il y a d'autres histoires de jumeaux comme ça? Oui, il y en a plein. Enfin, moi, ce que je trouve fascinant, en tout cas, dans cette histoire-là, et ce que je trouve touchant, c'est que ces deux jumeaux, quand ils se sont retrouvés, ne se sont plus quittés. Alors, vous savez, moi, je suis un grand sentimental. Donc, enfin, vous ne savez pas, mais je vous le dis. Nous, on le sait. Merci. Donc, je me suis dit, je vais essayer de vous trouver des histoires de jumeaux qui sont en même temps des belles histoires d'amour. Et j'en ai trouvé, et ça existe. Il y a les frères Bloomfield, 2 Australiens, qui étaient, parce que les malheureux sont morts, qui étaient complètement collés l'un à l'autre. Ils ont tout fait ensemble, ils n'avaient pas besoin de se parler, ils se comprenaient entre eux, ils ont aimé la même femme, et le plus incroyable, c'est que lorsque l'un d'entre eux est mort, le deuxième n'a pas survécu plus de 2 minutes à cette mort. Et ils sont morts de la même mort, à savoir d'une crise cardiaque. C'est insensé. Et des histoires comme ça, il y en a plein. Il y a un GI pendant la guerre du Vietnam qui se trouve dans la jungle, là-bas, avec sa carabine, tout d'un coup, qui ressent une douleur épouvantable au thorax, qui tombe terrassé, il a pris une balle dans le thorax. Au même moment, son frère jumeau dans le Nevada, au volant de sa voiture, à 10 000 km de là, se tord en deux et ressent une douleur qu'il ne pourra pas expliquer. Et tout ce que je vous dis là est vrai. Vérifié. Vérifié par les scientifiques, etc. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Bah non, c'est bien pour ça que je vous parle de ça dans cette émission surnaturelle, c'est que c'est du naturel non expliqué, donc du surnaturel. On a donné quand même un nom au phénomène de comportement commun, à cette espèce de langage sans avoir besoin de parler, qui est propre aux jumeaux, on appelle ça la cryptophasie. Mais pour autant, on n'a pas réussi encore à expliquer ce phénomène. Par exemple, alors qu'ils choisissent la même femme qui a le même prénom, on peut à la limite se dire, bon, ils ont le même cerveau, j'en sais rien, mais que les parents leur donnent le même prénom. Là, les 2 parents adoptifs avaient appelé Jim et Jim. Ouais. Là, ça dépasse l'entendement. Mais vous êtes quand même forcé de constater qu'il y a quand même un phénomène mystérieux qui tourne autour des jumeaux. La télépathie, on parle de télépathie. On parle de télépathie, mais on parle en fait de... On a trouvé ce mot cryptophasie pour expliquer un peu ce phénomène de non expliqué, de comportement et de langage entre eux. Cette histoire de prénom donné par les parents, là, par contre, là, je peux rien vous dire, je suis que bluffé comme vous et non étonné. En tout cas, moi, je sais pas vous, mais j'aimerais pas avoir un frère jumeau, vous savez pourquoi? Non. Ça serait quand même la seule raison pour laquelle ma femme pourrait me tromper sans que j'en veuille. Pas mal. Ouais. Salut Philippe. À la semaine prochaine.
Toujours au chapitre du surnaturel, 30% des Français pensent que les morts nous protègent depuis là-haut et 12% d'entre nous estiment qu'on peut vraiment communiquer avec eux. Alors c'est de ça qu'on va parler maintenant. Est-ce qu'on peut raisonnablement prétendre avoir un dialogue avec l'au-delà? Et d'où viennent ces phénomènes mystérieux d'images de personnes décédées qui apparaissent sur des écrans de télévision? Et qu'on va montrer ce soir parce qu'on a reçu des documents assez exceptionnels. Ou de messages qui s'enregistrent sur des magnétophones ou sur des ordinateurs. On va vous montrer tout ça. Laurent le disait, on a même fait le test avec Laurent pour voir si on pouvait enregistrer, nous, des messages venus de l'au-delà, de nos grands-parents. Alors, je te coupe et deux puis on secondes, va en Pascal. débattre quand même avec un spécialiste. Un spécialiste, un des spécialistes mondiaux de la question. Je le coupe 2 secondes parce que pour l'instant, il n'y a pas photo. C'est Yapub. Ah bah oui, c'est comme ça, c'est Yapub. Retour sur le plateau d'Il n'y a pas photo pour la 3e partie de cette émission consacrée aux histoires drôles et étonnantes du surnaturel. Toujours avec nos invités, Catherine Jacob et Richard Cochianque. Et avec Valérie, on a le plaisir de la retrouver en 3e partie. Valérie, on va parler tout à l'heure de transcommunication avec les morts. On a parlé d'une expérience que Pascal et moi on a fait samedi dernier. Vous la verrez, elle nous a un petit peu troublés. Mais d'abord, on va parler en 2 mots d'un autre type d'expérience. Ce sont pas les gens qui communiquent avec les morts, mais les gens qui ont approché la mort, ce qu'on appelle les NDE. Ça veut dire la Near Death Experience. La Ce qui proximité. veut dire la mort, être à côté de la mort. En fait, ce sont les personnes qui sont tombées dans le coma ou qui ont un arrêt cardiaque, un accident assez important, qui pensent être passées de l'autre côté un instant et qui sont revenus à la vie. Vous avez vécu ça? Ça s'est passé. Alors, racontez-nous. C'est-à-dire qu'un jour, je suis allé faire une visite très simple, d'ailleurs, des yeux. Le médecin est arrivé, il m'a mis les gouttes. Et puis, d'un seul coup, je suis tombé dans les pommes. Sans aucune explication? Aucune explication. Non, mais ça c'est bon. À la limite, ça pourrait être normal. Mais lorsque je me suis réveillé, ils m'ont réanimé et j'étais carrément énervé. Je disais, mais pourquoi vous me réveillez? J'étais tellement bien où j'étais. C'est toujours ça qu'on dit. C'est-à-dire que je me suis trouvé dans un endroit, il faisait bon, c'était chaud, c'était ouateux. Enfin, je me sentais tellement bien que j'avais pas envie de revenir. Alors c'est fou parce que ce que décrit Richard Cochianque, il y a une étude américaine qui dit que sur les personnes interrogées qui ont frôlé la mort, 40% d'entre elles parlent de cette fameuse NDE, disent l'avoir vécu et décrivent ces symptômes-là. Il y a des symptômes, des points communs. Premièrement, on a le sentiment d'abord d'être mort, vraiment. Ensuite, on est dans un couloir très sombre. Dans ce couloir apparaissent des gens qui sont des personnes disparues qu'on a aimées, des amis, des êtres chers. Ensuite, il y a une grande luminosité vers laquelle on a envie d'aller. On va vers cette luminosité et à ce moment-là, on s'élève de son corps et on assiste à la scène. On perd la conscience du corps. Voilà. On se rend compte que finalement, on a conscience que lorsqu'on est sur la Terre, on n'est pas bien. Ah ouais. Voilà. Et que là-bas, on est bien, c'est-à-dire qu'on n'a plus de Voilà, il y a un problème. sentiment, il y a un sentiment de bien-être dans ce que décrivent toutes les personnes qui ont vécu des NDE. Et notamment, il y a une répercussion qui est évidente chez toutes les personnes qui reviennent à la vie. C'est plus du tout peur de la mort. Plus aucune personne n'a peur de la mort. Ouais, les chanceux. Incroyable, hein, où on sort de son corps, on voit les gens s'affairer autour de soi et on est bien. Mais là encore, il n'y a pas d'explication scientifique qui pourrait être un peu plus rationnelle. Genre, par exemple, on est proche de la mort, certes, on est dans le coma, mais quand on est dans le coma, le cerveau commence à fonctionner, à nous faire délirer, quoi. Il y a quelques scientifiques qui expliquent que certains phénomènes sont explicables par ce que subit l'organisme. Par exemple, le fait qu'on voit des gens qui sont décédés, ou des moments de sa vie passée, que la mémoire tout d'un coup refasse une marche arrière. C'est que souvent quand on a un accident important comme un accident cardiovasculaire, tout d'un coup il y a une partie de notre cerveau, celle qui s'occupe de la mémoire, qui n'est plus assez irriguée par le sang. Et donc comme elle est un petit peu asphyxiée, elle est hyperactive et du coup elle fait marcher la mémoire. Il y a quand même des médecins qui essaient de trouver des explications. Ils essaient de trouver des explications et comme on la fait marcher très vite la mémoire, on repart en arrière et comme inconsciemment on a pour nous l'idée de la mort, les êtres qui sont morts, on les voit. Ça, ce sont des explications rationnelles. Il y a une autre explication qui dit que si on a également un arrêt cardiaque, c'est douloureux un arrêt cardiaque. Donc le corps, pour éviter la douleur, fait partir des bêta-endorphines. Et les bêta-endorphines, ça crée un sentiment de bien-être, de planant. Et donc, ils expliquent ça comme ça. Mais beaucoup de personnes qui ont vécu la chose soutiennent mordicus que ça n'a rien à voir avec un phénomène scientifique, que c'est un phénomène surnaturel. Merci Valérie pour ces précisions. De rien. On vous le disait il y a quelques minutes, on va
Maintenant, parlez de ces personnes qui prétendent communiquer justement avec l'au-delà, avec les personnes décédées et qui reçoivent ou qui prétendent recevoir sur leur télévision, sur leur magnétophone. Ou leur ordinateur. Ou leur ordinateur, des images, des messages. Alors, ces images, elles existent, on peut les voir. Ces messages, on peut les entendre. Mais d'où viennent-ils? Comment les expliquer? Là, c'est le mystère. Beaucoup d'entre nous croient à l'au-delà. Depuis quelques années, des chercheurs et des hommes d'église se penchent sur le problème de la communication avec les morts. Peuvent-ils nous parler, nous expliquer ce qu'il y a de l'autre côté, voir ce qui se passe ici? Au milieu des années 80, pour la première fois, l'Allemand Klaus Schreber enregistre des images qui apparaissent sur son poste de télévision. Les proches défunts, bien sûr, ici on voit son père, mais aussi des visages de gens célèbres, comme cette apparition de Romy Schneider, obtenue en 1986. Ou bien cet autre du célèbre physicien Albert Einstein. Les plus sceptiques se sont assurés que ces images ne pouvaient pas provenir d'interférences avec des programmes de télévision classiques. Par ailleurs, la plupart des visages qui s'inscrivent sur les écrans ont été reconnus par leurs proches et la comparaison avec les photos des défunts est effectivement bien troublante. Plus étonnant encore, en 1988, une équipe allemande a pu enregistrer l'image vidéo d'un défunt, en même temps qu'un message sonore. Une voix reconnue là encore par la famille comme étant celle de la personne décédée. Aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Italie ou en France, les recherches s'organisent, avec des résultats parfois stupéfiants. À Grosseto, en Italie, une équipe dirigée par Marcello Bacci aurait reçu en 7 années de travail plus de 30 000 messages. Aux États-Unis, une fondation spécialisée aurait enregistré près de 25 000 voix. Anecdote, le jour de l'accident entre les deux 747 sur l'aéroport des Canaries, où 600 personnes périrent, cette fondation aurait reçu des dizaines de messages provenant de l'au-delà de la part de ses passagers morts si brutalement. Aujourd'hui, même les ordinateurs s'y mettent. Sans aucune explication rationnelle, des messages entiers se retrouvent parfois inscrits sur les écrans. Alors, les morts sont-ils encore en vie et peuvent-ils nous parler? Paradoxalement, c'est la science qui, aujourd'hui, relance le débat autour de ce grand mystère. Eh, ça fait froid dans le dos. Pour parler un peu plus de la communication avec les morts, je vous demande d'accueillir le père François Brune. Père François Brune, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes considéré comme l'un des papes, l'un des chercheurs les plus... oui, sans jeu de mots. Car vous êtes prêtre. Oui. L'un des chercheurs les plus spécialisés dans la communication avec l'au-delà. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce qu'on a vu, les images qu'on a vues, les messages qu'on a entendus, ce sont vraiment des gens de l'au-delà qui communiquent? Si j'y crois, c'est parce que je suis en relation avec un certain nombre de scientifiques qui, eux, sont tout à fait compétents, qui étudient ça depuis des années et qui sont arrivés à me convaincre. Comment on a analysé ces voix, j'imagine? Que disent les analyses? Alors, dans un certain nombre de cas, ça c'est plus récent, en Italie, en Allemagne, au Brésil, on a pu faire des analyses de voix. Et alors, on a repéré que, bien entendu, les mots étaient compréhensibles, mais que les fréquences fondamentales que seules peuvent produire les cordes vocales manquaient. Ça veut dire que ça ne peut pas être fait par des voix humaines. Voilà. Et donc, a priori, il n'y a pas possibilité de trucage. Exactement. Il y a des gens que vous avez pu détecter comme des arnaqueurs? Il y a certainement des arnaqueurs, parce que dans quelques revues, on a vu des petits papiers, n'est-ce pas, des encarts disant, si vous voulez recevoir la voix de vos chers disparus, envoyez 500 francs. Et puis, ah bah tiens. Bon, alors là, sans les connaître, je peux à peu près garantir qu'il s'agit de fraude. On vous le redit, quand on vous demande de l'argent, a priori, c'est oui, pas bon, c'est pas bon signe. Hein. Exactement. Donc ça veut dire que vous faites quand même le tri entre le bon grain et livré là-dedans. Les bonnes voix et les mauvaises voix. On essaie. Et ces images, il y a des gens qui disent par exemple que ces images qui apparaissent sur des téléviseurs, ça peut être produit simplement par une sorte de magnétisme qu'émettrait la personne vivante qui est devant sa télé. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce serait quand même curieux que quelqu'un, un monsieur, projette devant lui sur l'écran l'image de Romy Schneider. Ce serait quand même assez curieux. En y pensant très fort, peut-être, je sais pas. Alors, ce qui est certain, c'est que, bon, mais ceux que je connais ont fait des essais, ont essayé de comprendre un peu le phénomène.
Et donc il y a des cas effectivement qui sont connus de gens qui, en se concentrant, arrivent à produire une image sur une pellicule Polaroid. Donc sans qu'il y ait aucun trucage possible. On sait que le phénomène est possible. Hein. Alors vous pensez donc que ce sont les défunts, mais pourquoi les défunts utiliseraient la télé, le fax, la radio, l'ordinateur, les magnétophones? Eh bien pour plusieurs raisons. Il semble bien qu'il leur soit plus facile de modifier des appareils électroniques. Ça leur demande moins d'énergie finalement que d'influer sur nos cerveaux. C'est la première raison. La seconde, c'est si vous voulez, mettons que je sois un médium, ce qui n'est pas du tout le cas, que je vous décrive votre grand-mère avec assez de précision pour que vous puissiez la reconnaître. Après ça, je vais vous dire, elle vous fait dire que, là, vous n'avez guère de moyen de vérifier si ce que je vous raconte est authentique. Tandis que là, il y a au moins une étape qui est franchie, et il y a des paroles qui sont sur la bande magnétique où il y a une image qui apparaît. On va en écouter tout à l'heure. Hein. Et alors maintenant, on a des images avec la parole, n'est-ce pas? Et on a pu vérifier que le mouvement des lèvres correspondait aux mots qui étaient prononcés. Mon père, vous n'arrêtez pas de parler de ce monde où seraient les esprits. Mais où sont-ils, concrètement? Ben, je suis sûr qu'il y en a Selon des quantités ici, n'est-ce pas, que nous ne voyons pas, qui sont là. Chaque fois qu'on parle d'eux, on les attire. Oui, ah là, le fait d'en parler, ils sont là, ils sont présents, assis à côté des gens ici. Vous allez faire flipper Catherine Jacob. Là, est-ce qu'il y a ceux qui peuvent s'exprimer et ceux qui sont muets? Est-ce qu'il y a, ou alors, je vais poser la question autrement, est-ce qu'il y a des secteurs après la mort, toujours selon vous, hein, où on peut encore parler, on est un peu dans l'antichambre quelque part, et après on s'en va définitivement, on devient un esprit, puis on ne peut plus parler? Il semble bien effectivement qu'un bon nombre de morts puissent se manifester aussitôt après la mort. Mais en général, après ça, il y a une période où on ne peut pas les atteindre. Si bien que quelquefois, même que sur les bandes magnétiques, on a une autre voix qui nous dit, pour le moment, il dort. Ah bon? Voilà. Donc ils ont des messagers Il y a une période de sommeil, semble-t-il, de réparation après la mort. Mais parfois, les esprits sont de mauvais conseilleurs. Il y a des esprits frappeurs, il y a des esprits... Alors, il y a également des esprits qui peuvent nous tromper. Et effectivement, quand on est en communication avec quelqu'un, il n'est pas toujours facile de savoir du premier coup si l'identité à laquelle il prétend est bien la bonne. Sur Terre, vous avez un certain nombre de Napoléons, mais en général, ils sont dans des maisons spécialisées. Oui. Et il semble bien que dans l'au-delà, on les laisse en liberté. Vous avez beaucoup d'humour, en tout cas. Vous, par exemple, vous avez fait des expériences de ce type. Vous avez eu des proches à vous qui se sont manifestés? Jamais, mais j'y ai assisté fréquemment. Et effectivement, j'ai des amis, notamment Mme Simonet à Reims, qui a obtenu à plusieurs reprises des voix sur bande magnétique. Oui. Alors on va en écouter tout à l'heure, Père Brune, ses voix. Mais avant cela, Laurent et moi, vous savez, on aime bien aller tester les choses dans Il n'y a pas photo. Et donc on a voulu aller voir comment ça se passait, ce genre d'expérience. On en a subi une avec deux personnes très sérieuses qui font ça régulièrement. Que vous connaissez, je crois. Hein. Bien, Jacques, bien, ce sont des amis. Jacques et Monique Blangarin, on regarde tout de suite. Bonjour. Eh bien, entrez. Comment ça se passe pour procéder à l'expérience? Est-ce qu'il faut que Laurent ou moi, on vous demande d'essayer d'entrer en communication avec quelqu'un de précis? Mais vous allez... Alors, oui. Enfin, je sais pas, moi ce que j'aimerais c'est carrément vous interrogiez votre grand-père et que vous lui demandiez s'il est là et si... Nos deux grands-pères sont morts, Pascal et moi. Mais vous pouvez en fait le faire tous les deux. Tous tes grands-pères sont morts, toi? Oui, moi aussi. Bon, on y va. Donc, alors il nous faudrait une cassette. On a amené nos propres cassettes, c'est bon? Ça aurait bien vierge. Pour éliminer tout. Vous savez, on est toujours un peu... tout soupçon de trucs à... On est un peu sceptiques, nous. Pour cet enregistrement, on va procéder comme nous faisons tout à fait à l'habitude, avec du matériel d'abord très simple, un magnétophone et un micro, et puis on va utiliser ce qu'on appelle des supports. Alors on va utiliser des supports dits neutres, c'est-à-dire dans lesquels il n'y aura pas de voix prononcée, et ça va constituer à utiliser par exemple un frottement comme ceci sur ce papier doux, et ce frottement sera fait de manière continue, de façon à ce que s'il y a une réponse à l'intérieur, on va détecter les découpes, les syllabes qui vont être prononcées. Hein. Voilà, c'est parti. Eh bien moi, comme à l'habitude, simplement je demande à tous nos aimés invisibles qui sont avec nous, qui nous aident, de pouvoir aujourd'hui encore apporter tout leur concours à ceux qui voudront parler, et notamment les grands-pères qui vont être appelés. Voilà, et je les remercie beaucoup de toute l'aide qu'ils nous ont apportée jusqu'à présent. Alors moi je voudrais savoir si mon grand-père, qui s'appelait Louis, qui est décédé il y a quelques années, m'entend et est capable de m'entendre.
Est-ce qu'il a conscience qu'on est en train de faire une expérience pour qu'il puisse rentrer en contact avec nous et qu'il me donne des nouvelles de lui pour savoir s'il est quelque part. Alors bon, Monique va écouter maintenant. Alors là, effectivement, vous faites un très grand silence. J'écoute toujours un petit peu au ralenti. Hein. Alors moi, je suis sûre. Papy, un bisou. Alors si vous l'entendez pas. On entend même presque mieux à vitesse normale. Vous l'entendez? Un bisou, oui. Est-ce que c'est papy ou est-ce que c'est ma fille Non, papy. Mais ce qui est troublant en plus, c'est que quand j'étais enfant, il habitait en province et il venait souvent à la maison. Et en fait, il voulait toujours que je l'embrasse le soir pour aller se coucher. Et je détestais ça. Mais quand j'avais 7 ans, 8 ans, hein, je sais pas pourquoi. Alors moi, je voudrais essayer d'entrer en contact avec ma grand-mère, qui s'appelait Madeleine, qui est décédée il y a 5 ans, ou 6 ans, et savoir, pareil, si elle m'entend, si elle est paisible. Il y a ta vie à la fin. Je suis. Il y a quelque chose, hein. Je suis souvent. Ouais, c'est ça, du verbe suivre, ça je comprends. Je suis souvent ta vie. Je te suis, hein. Ta vie. Et c'est ta vie que je comprends mieux. Alors, bon, il faut le dire, nous, il y a des choses, il y a des choses sur cette bande magnétique, effectivement, il y a des sons. On n'a pas été totalement convaincus avec Laurent, on est totalement on n'entendait pas très bien la bonne foi de Jacques Dangarin et Monique, mais on n'a pas été totalement convaincus que ce qu'elle nous disait entendre correspondait vraiment à ce qui était sur la bande. Une fois qu'elle a dit papy un bisou, effectivement on entend mieux papy un bisou, mais est-ce que l'interprétation ne joue pas un rôle fondamental là-dedans? C'est assez caractéristique de ce que l'on obtient souvent. Maintenant, il y a quand même un certain nombre de cas qui sont beaucoup plus nets. Et alors vous nous avez apporté ce soir des voix qu'on a enregistrées ici, qu'on va entendre maintenant, que vous avez entre-temps obtenues et qui sont de meilleure qualité. Alors ça n'est pas moi personnellement, mais j'ai assisté au moment où elles arrivaient. C'était d'ailleurs par une autre technique. Hein. C'était à travers le haut-parleur d'un poste de radio. Et c'est quoi l'histoire de ces voix là qu'on va entendre? Alors on va entendre d'abord la voix de Constantin Raudive, qui est un des pionniers dans ce domaine, qui avait fait lui-même des milliers d'enregistrements, qui avait publié des ouvrages, et une fois passé dans l'au-delà, il va également communiquer avec mes amis du Luxembourg. Et là, souvent, il leur parlait en allemand, mais là, il va parler en français. Il était bilingue Oui, il connaissait quantité de langues. Alors on écoute ce premier enregistrement donc, du Père Brune. Qu'est-ce qu'il dit là? Un substrat immatériel, quel que soit le nom que vous lui donniez, principe, âme, esprit, une parcelle d'éternité échappe à la destruction. C'est du langage très philosophique. Oui. C'était d'ailleurs lui-même un littéraire, oui. Une parcelle d'éternité échappe à la destruction. Quelque part, il y a quelque chose de vivant, enfin, ou de... Oui, c'est ça, voilà. Qui existe au-delà. Voilà, une autre voix? On va avoir une voix très différente, métallique, saccadée, mais qui va nous faire une citation de Saint Paul, d'ailleurs, la première aux Corinthiens.
complètement. Alors, mais quelqu'un dira le prêtre qui comment ressort, les morts ressuscitent-ils? C'était en mon honneur. Dites-nous la phrase avant qu'on entende la voix. Mais quelqu'un dira comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes n'est pas le corps, mais un simple grain de blé peut-être, ou peut-être quelque autre semence. Ça, c'est ce qu'on va entendre. Voilà, ça, c'est du Saint-Paul. Oui, oui, oui. Moi, je trouve ça très beau, mais ça me fait un peu les fois, c'est ce que je veux dire. Non. Ce que tu sèmes n'est pas le corps d'une étreinte, mais un simple grain de blé peut-être, peut-être autre semence. Et Dieu lui donne le corps, il a trouvé bon lui donner. À chaque semence, le corps qui lui est propre. Alors là, c'est limite l'exorciste, hein, quand même. La voix. Alors, et donc. C'est une voix totalement recomposée. De toute façon, même ceux qui sont morts, ils n'ont plus de larynx. Hein. C'est d'où l'absence de cordes vocales et de fréquences fondamentales. Et ça, donc, ces deux enregistrements que nous venons d'écouter ont été étudiés par des personnes scientifiques qui, a priori, ne croyaient pas trop à ça et qui n'ont pas pu trouver d'explication à leur présence sur des bandes magnétiques. Oui, voilà, oui. Et on pourrait se poser une question étonnante, avec toutes les télés qu'il y a, les radios, les ordinateurs et tout, et avec tous ces morts qui parlent, et puis ils sont nombreux, hein, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de messages? Ça se multiplie tout doucement. Il faut d'abord y croire quand même pour essayer d'en capter ou d'en recevoir. Il faut y être attentif. Vous voulez dire que peut-être qu'on en reçoit, nous tous, et qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'y prête pas attention? Dans un certain nombre de cas, oui, c'est possible. Peut-être même que depuis 5 minutes, chez vous, c'est plus moi qui parle, mais peut-être un défunt. Voilà. Depuis que ces phénomènes sont connus, il faut un peu apprendre à écouter les voix, parce que vous vous en êtes rendu compte, c'est très difficile. Hein. Alors, autant je ne suis pas d'accord avec ceux qui s'imaginent recevoir un tas de messages, je vous l'ai dit alors qu'il n'y a rien, autant même quand il y a quelque chose, il faut quand même souvent apprendre un peu à écouter, à prêter l'oreille. C'est pas toujours facile à reconnaître les... Vous venez d'écrire un livre avec Rémi Chauvin, voilà, qui est un scientifique de renom, grand scientifique de renom, qui est un livre d'échange où il explique votre travail et tout, et il s'y intéresse. Et je connais un certain nombre de chercheurs, de professeurs d'université. Je pourrais vous citer, moi, McCrae en Écosse, qui a été invité par la NASA pour établir les premières communications avec les astronautes. C'est donc pas un petit bricoleur de quartier qui, ayant entendu parler de ces phénomènes, s'y est mis et a obtenu aussitôt des résultats. Non, il y a quand même des gens très sérieux qui écoutent ça et qui participent et qui poursuivent les recherches. Alors on pourra toujours dire c'est pas sérieux, mais il faut d'abord aller y voir. François Brune, en tout cas, merci de ces explications. Chacun en pensera ce qu'il veut, mais c'est pour le moins intéressant et troublant. Merci de votre accueil. Un dernier mot, Laurent, pour tous ceux que le surnaturel, l'étrange, le mystère intéresse. Le salon Parapsy 99 se tiendra à Paris à partir du 27 février. Voilà. Un petit mot également pour la promo de nos invités, car c'est important, c'est pas de la parapsychologie, mais c'est du réel et ça nous fait bien plaisir. Un petit mot pour rappeler que Catherine Jacob, on la retrouve à partir du 11 mars au Théâtre de Chaillot, dans une mise en scène de Monsieur Savary. Avec Jacques Serres dans la Var. Nous sommes 12. Hein. Vous êtes 12. Ouais. Vous avez déjà tourné la pièce en province. On a joué à Orléans 18 fois parce que c'est une coproduction du avec cadeau d'Orléans. Avec le conseil régional, etc., etc. Et vous serez donc à Chaillot à partir du... Voilà. Peut-être on est une semaine à Brest début Une semaine à Brest pour voir les marins. Et Richard Cocciante, bien sûr, Notre-Dame de Paris continue le périple français et européen. Vers l'Angleterre aussi. Mais surtout, je voudrais vous inviter, pour ceux qui l'aiment, ceux qui ne le connaissent pas, il y a des jeunes qui ne connaissent pas forcément les vieilles chansons de Richard Cocciante qu'on a tous adorées. Ce disque de 18 titres de Richard Cocciante. Voilà, magnifique. En attendant l'album qui sort en 99. Voilà. Album d'amour. Merci à vous deux d'avoir été nos invités en tout cas. Un mot du jeu avant de se séparer. 2 chèques de 5000 francs à gagner comme d'habitude. Il n'y a pas photo ce soir en jouant sur le Minitel 3615 TF1 rubrique Il n'y a pas photo. Vous pouvez aussi y trouver des renseignements sur l'émission ou taper votre petit nom pour participer à cette émission ici. Ou sur le téléphone 08 36 68 14 08. Et il faut répondre notamment à une question. Elle concerne Richard Cocciante et ce soir. Qu'a-t-il fait qu'a-t-il réalisé dans Notre-Dame de Paris? C'est facile. Oui, est-ce qu'il a composé les musiques? Est-ce qu'il a fait les décors? Ou les costumes? Merci à vous tous d'avoir été présents. Merci à vous d'avoir été fidèles au rendez-vous. Bonne semaine, bonne soirée sur TF1. On se retrouve dans 15 jours. Salut.